Quero agradecer aqui Je voudrais vous remercier au nom de tous les collègues brasileiros brésiliens qui qui étaient avec vous tous pendant ces 2 jours, já que eu sou parce que je suis donc le dernier conférencier de cet em événement. nome de todos Et au nom de tous, os colegas, les collègues, agradecer a vocês je voudrais vous o nosso remercier sincero muito avec obrigado notre sincère pelo carinho merci que fomos beaucoup recebidos, de la manière pela paciência aimable que nous avons été reçus, de esse cette horário, patience que vous avez pour rester jusqu'à si tard ce dimanche, e particularmente et en por particulier termos pour a que nous oportunidade de ayons pu conhecê-los avoir l'opportunité, l'occasion de vous connaître dans cette belle ville, dans ce beau pays, com essa bela experiência. et avec cette belle Queremos expérience. sinceramente Nous voulons en que toute todos sincérité vocês possam que vous de alguma tous forma puissiez, d'une façon ou d'une ter autre, aproveitado avoir pu e profiter que estejam ainda et que vous aproveitando puissiez encore être en train d'en profiter dessa un peu nossa de intervenção cette muito breve intervention nos très conhecimentos courte que viemos trazer sur les e connaissances compartilhar que nous avons apportées et que nous avons voulu partager avec Quero vous tous. pouquinho mais da paciência de Je vocês. vous demande un tout petit peu de patience en plus et je vous promets que je serai le plus bref possible, bien que le thème mérite un développement bien plus complet. Notre engagement à cet instant se résume à vous présenter la vision spirit de la maladie d'Alzheimer dans le contexte des lois morales qui sont contenues dans la 3e partie du livre des esprits d'Alan Kardec, et dont je recommande l'étude à tous. Alois Alzheimer, neurologue allemand, qui en étudiant le cerveau de la patiente Auguste D s'est rendu compte, aperçu des lésions caractéristiques qui ensuite allaient prendre son nom en son hommage. Et sa définition, c'est Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, progressive et irréversible, qui arrive subitement et qui amène une perte de mémoire et divers troubles cognitifs. Elle peut présenter, et je voudrais vous parler d'un livre qui est montré à côté là, et dont la traduction c'est très belle: tu n'es pas seul. Elle ne sait pas que je suis sa fille, mais je sais que c'est ma mère. Cette maladie est une maladie que la famille a un rôle fondamental, et nous voyons donc dans cette position, dans cette posture traduite dans le titre de ce livre, ce que nous avons besoin d'avoir en relation à notre être cher de la famille qui est victime principale de cette maladie. Nous pouvons voir dans cette position, dans ce titre, le titre de ce livre montre clairement donc la posture adéquate pour faire face à ces moments difficiles dans la vie de la personne qui a ce problème. Cela peut se faire, la maladie peut apparaître de 2 manières: tardive, incidence vers 60 ans, qui arrive de façon sporadique, ou avec un début précoce, aux environs 40 ans, et qui montre une récurrence familiale héréditaire. Il y a une altération progressive de la mémoire suffisante pour interférer sur le quotidien. Et il peut aussi y avoir des changements importants dans le domaine de la cognition, par exemple la fonction cognitive et le langage, la fonction exécutive du langage. Certains aspects neuropathologiques de la maladie de Alzheimer
Ici, donc, vous pouvez voir les deux cerveaux, un normal et l'autre avec la pathologie de Alzheimer, montrant clairement le processus de destruction et de dégénération du cerveau, de dessous, qui correspond au cerveau malade. Nous pouvons observer une atrophie corticale diffuse avec la présence de nombreuses plaques séniles et des toiles neurofibrillaires qui sont des dégénérations, les lésions que Alzheimer a détectées dans ses recherches au début du siècle. Les dégénérations granulovasculaires, pertes neuronales, et on vérifie une accumulation de protéines bêta-amyloïdes dans les plaques séniles et de la microtubuline dans les neurones, dans les neurofibrillanes. Ici, on peut voir les lésions. Au-dessus, les plaques bêta-amyloïdes et à bas, les toiles neurofibrillaires. Dans les hypothèses étiologiques ou les hypothèses de cause de la maladie d'Alzheimer, on peut considérer le facteur génétique qui est actuellement considéré comme prépondérant dans cette étiologie de la maladie d'Alzheimer. Et il y a divers facteurs qui sont liés, qui s'affirment à partir des recherches actuelles dans ce domaine. En plus de la composante génétique, il y a des agents étiologiques, la toxicité de certains agents infectieux, l'aluminium, les radicaux libres d'oxygène, les aminoacides, l'acide aminé neurotoxique. Et environ un tiers des cas de la maladie d'Alzheimer présentent des similitudes et se développent avec un héritage monogénétique autosomique dominant. En général, ces cas sont des développements précoces et les familles entières ont été étudiées régulièrement. On voit aussi dans des recherches qui essayent de démontrer l'importance de la productivité mentale de l'individu pendant sa vie, pendant qu'il était plus jeune, plus dans un âge mûr. Et il y a des évidences qui nous montrent que des personnes qui mènent une vie plus productive mentalement ont moins d'incidence de la maladie d'Alzheimer. Mais on peut percevoir aussi qu'il existe aussi dans cette période de la recherche une apparition permanente de nouveautés. Comme toute découverte dans le domaine de la science, souvent, certaines évidences qui paraissaient être bien claires peuvent à un moment donné être malmenées ou contredites par l'apparition d'autres hypothèses et d'autres possibilités dans ce domaine. Ainsi, il y a un lien ou une coïncidence entre la maladie d'Alzheimer et le syndrome de Down. C'est lié au chromosome numéro 21 qui est impliqué dans le syndrome de Down. Des individus avec ce syndrome présentent un vieillissement prématuré et pratiquement tous ont la maladie d'Alzheimer cliniquement et neuropathologiquement confirmée entre 40 et 50 ans. Et c'est important de signaler aussi que ce chromosome 21, jusqu'à peu, il semblait être une découverte retombante dans le domaine de Alzheimer. Mais aujourd'hui, on a déjà des évidences qui montrent la participation d'autres chromosomes et d'autres variétés de chromosomes dans l'influence génétique de la maladie d'Alzheimer. Et donc, là aussi, aujourd'hui, les recherches montrent qu'il n'y a pas un facteur unique, mais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des évidences multifactorielles. C'est plusieurs facteurs qui en fait, influencent l'apparition de cette maladie.
Dans la vision spirite, certains auteurs mentionnent le sujet ou nous apportent des éléments pour pouvoir comprendre le sujet. Et dans le livre de Manuel Filomeno de Miranda du médium Divaldo Franco, il y a le livre Maladies psychiatriques et obsessives, une phrase qui nous paraît très intéressante. Dans ce cas, c'est l'aspect héréditaire qui exerce un rôle fondamental dans sa manifestation, confirmant que ces patients sont des esprits qui ont commis ensemble les mêmes erreurs et les mêmes délits. Les complices reviennent dans le même groupe biologique afin de trouver les facteurs prédisposants par l'action et renforçant par l'action du père-esprit sur le corps qui facilitera l'apparition, le développement de la maladie moralisatrice. Et c'est une phrase donc qui nous indique un facteur spirituel qui peut causer ce problème. Et l'esprit nous parle que ce sont des groupes spirituels qui présentent déjà dans leur domaine morphique, périspritale, les marques qui viennent d'autres incarnations, qui sont une vulnérabilité, la susceptibilité, qui vont s'exprimer dans la génétique, au sein même de ce groupe familial qui présente le même contexte génétique. Et ces pathologies ont la fonction réparatrice, c'est-à-dire de réparer dans l'esprit, dans le mental, les désajustements, les maladies qui dans d'autres existences, qui ont commencé dans d'autres existences, qui ont commencé par les déviations morales. Une chose dont on ne parle pas encore, mais nous croyons qu'on va en parler dans très peu de temps en Europe, aux États-Unis, au Brésil, dans les pays du monde. Ce sont les facteurs moraux qui influent sur les maladies. Quelle est l'importance des facteurs moraux dans les maladies en général? Parce qu'aujourd'hui, la médecine dans le monde entier reconnaît qu'une personne qui a une vie avec des activités physiques, elle aura une meilleure santé que celle qui n'a pas d'activité physique. Tout le monde sait que celui qui fait de l'exercice physique, qui marche, qui fait un sport qu'il pratique dans sa vie, aura une meilleure santé que celui qui ne l'a pas. C'est un point pacifique. Ainsi, le médecin sait déjà, il apprend cela dans la faculté, dans l'université, qu'il devra demander à son patient quel est son niveau d'activité physique, s'il marche, s'il fait un sport, etc. C'est aussi un facteur qui est reconnu universellement, l'importance des facteurs psychologiques, l'importance des facteurs émotionnels. Et c'est pas nouveau pour vous qu'un individu qui a une série de conflits, de problèmes émotionnels, et on connaît ça beaucoup, donc la rancœur, la haine, les ressentiments, les conflits de l'enfance, cette personne sera plus propice à développer les maladies psychosomatiques. Et c'est bien reconnu dans la médecine de la psychosomatique qui met en évidence que tous ces facteurs émotionnels d'ordre interne se répercutent directement dans les maladies les plus graves. Donc il y a les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, les niveaux des index biochimiques, le cholestérol, les triglycérides. C'est plus un sujet sur lequel on n'a plus de doute là-dessus, parce que l'expérience, les évidences du quotidien de la pratique médicale nous montrent
que tous ces facteurs sont à prendre en compte, sont importants. Mais ce qui n'a pas encore été dit, c'est que les facteurs éthiques, moraux, ont aussi une influence sur la santé. Il y a des évidences de l'influence directe de personnes qui se dévouent à des travaux supérieurs, à des travaux nobles dans leur vie, la charité, l'amour du prochain. Ces individus ont également des marqueurs qui jouent en faveur de leur santé. Certaines personnes qui se dévouent pour le bien-être des autres, souvent, montreront des qualités dans leur vie, physiques et émotionnelles, qui sont directement liées aux qualités de leur vertu. Vous devez vous demander, mais je connais beaucoup de gens de bien qui ont Alzheimer. Je connais beaucoup de gens avec des vertus qui ont plein de maladies. Et on connaît aussi beaucoup de personnes compliquées qui sont en pleine santé. Et c'est vrai. La doctrine spirite nous dit que ces facteurs moraux ont une influence dans le contexte, non seulement dans le contexte de cette vie, mais il faut aussi prendre en compte ce qu'on ramène d'autres existantes. Si dans d'autres vies, nous n'avons pas exercé ces mêmes vertus, si dans d'autres vies, nous n'avons pas encore été comme nous sommes aujourd'hui, nous recevons encore dans notre santé mentale et dans le contexte de notre santé physique les réflexes de tout ce qu'on a été, de tout ce que nous avons fait et de tout ce que nous sentons des autres incarnations. C'est pour cela que la doctrine spirite nous parle que dans cette existence, nous devons travailler activement pour compenser cette charge négative que nous ramenons, pour peu à peu remplacer les informations de maladie par des informations qui vont dans le sens de la santé, dans le contexte de notre existence. On va citer André Louis dans le livre Missionnaire de la Lumière, qui a déjà été cité plusieurs fois pendant ce congrès. L'œuvre d'André Louis est vraiment une œuvre très riche pour celui qui veut comprendre les sujets les plus profonds de la science, et en particulier de la médecine. Il nous dit que la médecine humaine sera très différente dans le futur lorsque la science comprendra l'extension et la complexité des facteurs mentaux dans le domaine des maladies du corps physique. Très rarement, les maladies ne sont pas directement liées avec le psychisme. Tous les organes sont subordonnés à cette position morale. Et c'est donc exactement ce qu'on a dit auparavant. Donc la position morale qui a une ascendance supérieure sur tous les autres facteurs qui découlent de ces motivations. Dans les matrices spirituelles, André Louis, dans le livre Action et Réaction, dit que nos dispositions avec telle ou telle maladie dans le corps terrestre représentent des zones d'attraction magnétique qui parlent de qui reflètent nos dettes et qui s'extériorisent dans ces déficiences. Le hasard n'existe pas. Personne n'est victime d'une maladie ou d'un mal de cette mesure. Quand la famille présente quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, la personne qui l'a et le groupe familial qui l'entoure ont des raisons profondes qui sont la cause, l'origine, à l'origine de ce problème.
Ce n'est pas une punition divine externe, c'est une construction du groupe avec l'individu malade qui aujourd'hui subit les conséquences de ces situations antérieures. Donc dans ce cas, la maladie sert d'une certaine forme pour que ce groupe s'implique, se rapproche et résolve ces difficultés qui n'ont pas été réglées dans d'autres incarnations. C'est ainsi qu'on ne voit pas de motif pour que les familles se séparent des personnes âgées, ou encore beaucoup moins qu'ils les amènent à l'euthanasie. Il faut le considérer il ne faut pas le considérer comme un poids qui préjudique notre vie, parce que ça veut dire que la famille est co-responsable et la justice divine travaille activement pour la réparation de ces situations qui n'ont pas été résolues dans le passé. André Louise, dans le monde supérieur, nous dit les lobes frontaux. C'est pas André Louise, c'est André Louise dans ce partie du livre. Il reçoit les conseils de son guide spirituel, dans ce cas, qui commente et lui donne les leçons et que André Louise nous transmet dans son œuvre. Donc les lobes frontaux, l'extériorisation physiologique des centres périspritaux importants, repose des millions de cellules qui attendent pour fonctionner de l'effort humain dans le sens de la spiritualisation. Aucun homme, parmi les plus grands penseurs de l'humanité, n'a pas encore réussi à l'utiliser au 10e. Ce sont des forces d'un champ vierge que l'âme va conquérir, non seulement dans son évolution, mais aussi par des coups d'éducation ou d'auto-éducation, d'amélioration morale. Souvent, on entend parler que nous n'utilisons pas un 10e de notre cerveau. Et ceci est renforcé et référencé dans la réponse du guide spirituel, expliquant que ce domaine frontal est justement dans cette zone cérébrale qu'en tant qu'esprit, nous n'utilisons pas encore comme il faut, parce que c'est justement la zone des conquêtes éthico-morales, de la spiritualisation, de la croissance spirituelle que nous avons besoin d'atteindre. Il y a des individus médiums, des personnes qui travaillent dans le sens dans la direction de la spiritualisation, développent exactement ces champs. Et c'est en développant ces champs nobles de notre domaine cérébral qu'il y aura, selon lui, le futur de l'humanité sur les conquêtes de santé, de paix et d'organisation sociale. Et il termine en disant, dans Évolution dans les deux mondes, que le centre coronarien est un grand système de gouvernance de l'esprit. C'est par là que coule la pensée, les sécrétions subtiles, non pas du cerveau, mais du mental. Et c'est dans cette région, c'est comme une antenne qui capte les vibrations supérieures qui viennent de la spiritualité supérieure. Quand nous sommes en syntonie avec les choses positives de la vie, avec les bonnes choses, avec la spiritualité, nous avons de la bonté supérieure divine. Nous recevons tout ce qu'on a besoin pour développer en nous ce que nous voulons faire dans la vie physique. Et pour terminer donc cet événement, quand nous vous apportons à nouveau un sujet si polémique de la spiritualité dans le domaine de la science, après tant d'années de silence dans ce domaine, finalement nous avons l'occasion de parler à nouveau du continent des Lumières, le même continent
qui nous a apporté le progrès des sciences. Après tellement d'années de massacres religieux, déviés des chemins nobles, nous avons une époque où le progrès a été situé uniquement dans le domaine des découvertes matérielles. Et dans ces découvertes matérielles, nous avons les merveilles de tout ce que nous avons conquis, des avancées dans la médecine, l'informatique, dans tous les domaines de la physique, tout le confort, la grâce par les médicaments qui peuvent guérir des maladies qui tuaient les gens à 40 ou 45 ans. Mais nous oublions, avec inattention, que la religion humaine n'a rien à voir avec la spiritualité supérieure qui est intrinsèque, intérieure, et que nous avons besoin dans nos vies pour obtenir ce que nous avons besoin pour être des personnes, des êtres intégraux. Nous avons les scientifiques qui veulent, par leurs instruments puissants, ils ne peuvent pas voir ce qu'il faut qu'on utilise dans nos vies, qui est notre vision spirituelle. Parce que le scientifique a été capable de construire des télescopes gigantesques et d'arriver aux étoiles les plus distantes pour observer l'univers infini, les galaxies indénombrables, mais il n'a pas encore été capable de voir Dieu. Il a aussi été capable de questionner où est Dieu. Nous sommes déjà arrivés aux étoiles, nous avons déjà découvert les systèmes. Le ciel n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il a été capable de construire le microscope électronique et plonger dans l'infiniment petit microcosme, aller à l'invisible, de la plus petite des parties, plonger dans le corps humain et voir les cellules, mais il n'a pas été capable de trouver l'esprit. Il a aussi l'arrogance de dire « Je plonge déjà dans le courant sanguin, à l'intérieur des cellules, les plus profondes, les molécules, l'ADN, mais je n'ai pas vu l'esprit. Je n'ai pas vu l'âme dont parlent les religions. » Et nous demandons, comment l'homme peut-il regarder les étoiles et ne pas voir Dieu? Comment l'homme peut-il plonger dans la perfection d'un corps humain et ne pas voir l'esprit? Quel sens manque donc à l'humanité pour que nous puissions vraiment voir? Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons toucher pour constater notre transcendance? Nous avons vraiment besoin de développer quelque chose qui manque. Et je vous invite tous de réfléchir profondément parce que ces connaissances, très bientôt, feront vraiment partie de nos connaissances. Pour terminer, paraphrasant Mère Thérèse de Calcutta, quelqu'un qui, comme Chico Xavier et tous les géants, nous ont apporté les bons exemples. Elle disait, parfois, les personnes sont égocentriques, illogiques et insensées. Pardonne-les. Même si vous êtes gentil, les personnes pourront vous accuser d'être égoïste et d'avoir un intérêt. Mais continuez quand même à être gentil. Si vous êtes un vainqueur, vous aurez des faux amis et beaucoup de vrais ennemis. Mais vainquez quand même.
Si vous êtes honnête, si vous êtes franc, les autres pourront vous tromper. Mais soyez honnête tout de même. Ce que vous avez mis des années à construire, quelqu'un peut le détruire d'une heure à l'autre. Construisez tout de même. Si vous avez la paix, si vous êtes heureux, les autres pourront être envieux vis-à-vis de vous. Soyez heureux tout de même. Donnez au monde le meilleur de vous-même, mais ce ne sera jamais suffisant. Donnez le meilleur de vous-même tout de même. Voyez donc qu'en fin de compte, entre vous et Dieu, et ce ne sera jamais entre vous et les autres personnes. Merci beaucoup. Merci au Dr Lopez et à tous les intervenants qui nous ont éclairés pendant ces 2 jours.